Oui, on est prêt. Voilà, c'est parti pour ce mardi, non, 1 avril. Je suis là, donc c'est pas un poisson d'avril, je suis bien là. Iman aussi est là. On va recevoir dans un instant Madame Odile Boussillon. Bonjour. Bonjour. Elle est directrice générale adjointe de l'éducation, de la culture, du sport et du tourisme. Ça fait beaucoup. Hein. Et Madame Romuald, elle est directrice générale adjointe de l'insertion seulement. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Bon, on va recevoir plus tard Edith Evrilus, président de la commission TPE de la CCIG. Elle sera accompagnée de Dina Bus, chef d'entreprise, de Christelle Coriolan-Biki, chef d'entreprise. Bon. Magali Marcin aussi sera là, mais c'est qui madame Magali Marcin est invitée aussi. Edith Evrilus, Isabelle Avril, enfin bon, on aura plein de gens. Que des femmes aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Les informations, c'est Iman Info. Info aujourd'hui, pas oui. news, non, info. Ok, Info. c'est pas grave. Alors bonjour à tous, bonjour Danick. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de l'accord trouvé lors de la deuxième rencontre des secteurs pétroliers. Donc, un accord a été signé entre le syndicat des travailleurs des produits pétroliers et l'organisation patronale. On reviendra sur ce sujet. Ontiziedou était consacré à Winnie Kaona, donc notre artiste local qui a reçu un hommage particulier dans Ontiziedou par le département. On parlera de la rencontre de Jocelyne Béroir avec les collégiens du Rézé, une figure emblématique du groupe CASSAF, bien sûr, a pu rencontrer les élèves du collège, un moment d'échange privilégié. Il sera aussi question de Doukou à Locance, donc à Petit-Bourg, donc une manifestation organisée pour célébrer les contes et légendes de notre île. Voilà pour l'actualité du jour. On commence par le Tiziedou. Le Tiziedou ? Mais oui. Ben oui. Winnie Kaona, donc, qui est déjà venue plusieurs fois sur le plateau du ZCL, a été célébrée pour un hommage dans Ontiziedou. Une mélodie, on va dire, envoûtante autour de la biguine a pu refléter cette richesse culturelle de la Guadeloupe. On voit un reportage de Vianney Valverde. Et celles et ceux qui la connaissent, sa maison c'est un véritable musée où avec quelle passion et quel amour qu'elle parle de la tradition, de la culture guadeloupéenne. Le département, mon pays, me rend hommage à travers ce concept que je trouve formidable, le Tiziedou. Et ce soir, c'est le Tiziedou de Winnie Kaona. Après tant d'années où j'ai dû m'autoproduire, je suis point et pieds liés depuis quelques jours pour les préparatifs de ce grand moment. Je n'ai pas l'habitude que l'on s'occupe de moi. Et là, ce soir, j'avoue que j'ai tout mon corps qui tremble parce que c'est inhabituel et je suis remplie d'émotions. C'est une très belle initiative de la part du président. Je le remercie du fond du cœur. Et c'est important, comme on dit souvent, ce n'est pas quand les gens sont partis qu'il faille les honorer. Mais on doit les honorer en fait tous les jours parce que c'est le travail qu'ils font quotidiennement qui leur permet de faire, qui leur donne le courage d'avancer et de réussir pour en être là aujourd'hui. Merci pour ta générosité. Merci pour ton engagement au service du pays. Merci pour ton talent. Mais ce que nous souhaitons surtout, c'est que tu continues. Winnie Kaona baille le département, c'est bien ça? Toujours. Oui. Alors, vous étiez à cette manifestation, non? Oui. Alors, qu'est-ce que c'était exactement, en 2 mots, 4 paroles? C'était un hommage rendu à l'engagement de Winnie Kaona en faveur de la défense de la biguine. Oui. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à promouvoir la biguine. Elle a reçu cet héritage de Mounderivel, puisqu'on a montré un extrait de la soirée au Centre des Arts, c'est le Centre des Arts où Mounderivel lui a transmis le témoin. Et je pense qu'elle le mérite. Elle méritait cet hommage du conseil départemental qui a salué justement son engagement aussi pour la transmission, puisqu'elle a mis en place le concours des trophées biguine. Enfin, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la démarche que le président a voulu initier en créant ces petits Tiziedou, rendre hommage de leur vivant à un certain nombre de personnalités du monde de la culture guadeloupéenne. Et je pense que c'est important, c'était important de le faire. Vous étiez là aussi, non?
Oui, j'ai accompagné Odile. Non, c'était vraiment une très belle manifestation et c'est vrai que Monde de Rivelle a marqué son temps, mais ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que Winnie-Kaona a porté ça. Et c'est important pour nous, hein, puisque la Biguine fait partie du patrimoine musical de la Guadeloupe. Donc, c'était important hier soir de voir ça. Et puis, surtout, d'entendre Winnie-Kaona nous dire qu'elle a porté ça pendant 30 ans et que maintenant, elle allait penser aussi elle-même à faire ses productions et surtout à s'exporter et à exporter ce savoir-faire en dehors de la Guadeloupe. D'accord. J'ai vu que c'est une dame qui a écrit 15 livres, 15 ouvrages, c'est bien ça, hein? Oui, elle a écrit 15 ouvrages. C'est la seule chanteuse, je crois, en Guadeloupe qui écrit autant d'ouvrages. Bon, alors on va parler de quoi? Oui, alors on va parler de Caribule. On commence avec Madame Boussillon, qui connaît Caribule depuis non, j'imagine. Depuis très longtemps, le conseil départemental accompagne cette manifestation. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, dans mes fonctions de directrice donc, des bibliothèques de l'époque, justement, de soutenir cet engagement de la collectivité, puisque nous avions très tôt compris l'intérêt d'apprivoiser les jeunes en leur permettant d'avoir accès à la lecture à partir de la bande dessinée. Donc ce festival qui arrivait comme ça sur le territoire à l'époque était une belle opportunité. Et le conseil départemental, au fil des ans, donc, a maintenu cet engagement, l'a conforté en proposant que des ateliers, qu'un certain nombre d'opérations se déroulent dans les bibliothèques. Nous avons incité nos collègues des bibliothèques à accueillir des manifestations portées par Caribule. Les sites patrimoniaux du département ont également accueilli des ateliers. Et c'était vraiment important pour la collectivité d'avoir cette ouverture sur d'autres supports, puisque, comme vous le savez, le département est responsable du développement de la lecture publique, mais on connaît aussi le manque d'appétence des jeunes hein, pour les ouvrages. Pour les mangas, quand même. Pour les supports, sauf aujourd'hui, justement, pour les bandes dessinées, pour les mangas. Et il y a longtemps que les bibliothécaires ont compris que c'était des gens littéraires et qu'il fallait aussi que ces supports soient présents dans les bibliothèques. Donc oui, le conseil départemental maintenant a passé un autre braquet hein, avec cette nouvelle convention. Mais il y a très longtemps que nous sommes aux côtés de ce festival. Madame Romuald, je ne sais pas comment, l'insertion et la BD, ça peut matcher? Alors en fait, avec Madame Boussillon, on travaille de plus en plus en transversalité. C'est vrai qu'au sein de la collectivité départementale, vous l'avez entendu, le plan de mandature met en avant l'insertion. Notre président a à cœur d'accompagner les allocataires du RSA vers le retour à l'emploi. Et j'ai envie de dire que la collaboration qui est mise en place entre nos deux directions vise aujourd'hui à utiliser tous les supports, hein, puisque Odile s'occupe de beaucoup de choses. La culture, le tourisme, le sport. Voilà, c'est autant de secteurs aujourd'hui pour lesquels nous savons que nous avons des possibilités d'insérer les personnes. Et donc, c'est naturellement que nous travaillons de plus en plus avec tout ce qui peut se faire du côté de cette direction, à trouver des portes d'entrée pour les allocataires du RSA en matière d'insertion. Donc nous sommes effectivement, on a travaillé cette convention ensemble. Et nous, en ce qui concerne donc les ateliers qui sont mis en place, nous les proposons donc aux allocataires du RSA. Non, même s'ils ne connaissent rien à la BD. Même s'ils ne connaissent rien à la BD, parce que nous activons aux côtés donc, de cette organisation le dispositif Solidactive qu'on a eu l'occasion déjà de présenter ici, un dispositif qui permet d'agir sur 3 leviers, rompre l'isolement dans lequel peuvent se trouver nos allocataires, favoriser pour eux la rencontre et en tout cas la découverte de domaines que peut-être ils ne connaissent pas et enrichir des compétences qu'ils peuvent avoir. Et c'est naturellement dans le cadre de cette convention que nous avons proposé qu'ils deviennent, dans le cadre du partenariat Solidactive, aux côtés de l'organisation qui met en place les ateliers et puis très bientôt, on le dira peut-être tout à l'heure, le village qui sera donc mis en place dans le cadre de Caribule. Alors donc, enfin vous le savez, il y a un before Caribule qui se fait dans les forts. Ce sont les temps forts, comme on les appelle depuis quelque temps. Il y a eu le fort... la semaine dernière, c'était le fort Fleur d'Épée et demain, c'est le fort, d'ailleurs l'affiche est là,
c'est le fort d'Elgrès. Alors, ça demande quand même beaucoup d'organisation, Madame Boussillon. Il y a une logistique. Un festival, c'est pas une manifestation, c'est un paquet de manifestations. C'est un lobby même. Ouais. Et c'est pas évident, puisque quand on intervient dans un lieu comme le fort, pour notamment développer des ateliers, ça demande une logistique importante. Je peux vous le qualifier. Il faut des chapiteaux, il faut de la sono, il faut des tables, des chaises. Mais il faut surtout... même de l'eau. Il faut de l'eau. Là, c'est un message. Mais il faut surtout une belle communication pour que les gens viennent. Parce que c'est extrêmement important. Mais c'est bien aussi parce que le cadre est magnifique. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Le lieu est magnifique. Mais je pense que le conseil départemental s'efforce de mettre les choses à la hauteur de ce qu'elle mérite. Hein. Non, de ses ambitions. De ses ambitions. Mais c'est vraiment bien que ça se déroule dans les forts départementaux. Moi, ce que je voulais dire, et pour poursuivre le propos de Madame Romuald, depuis longtemps, on parle justement de cette nécessaire transversalité entre l'insertion, le patrimoine, la culture, les industries culturelles, créatives, etc. Et nous avons la chance d'avoir de très bonnes relations professionnelles et d'avoir compris qu'il fallait le traduire en action. Parce que c'était là aussi, on avait quelques difficultés. Et c'est vrai nous avons eu des présidents de commission, parce qu'il faut quand même leur rendre cet hommage. Nous avons eu des présidents de commission qui ont été à l'écoute. Oui. Ils ont été à l'écoute. Nous avons travaillé le dossier. Et quand nous les avons rencontrés pour leur présenter le dossier, ils ont tout de suite adhéré. Et ça, il faut vraiment le souligner. C'est vrai, j'ai même pas eu à intervenir. Non, mais c'était vraiment formidable. Plus, hein. C'était vraiment formidable. Et là, je dis, mais c'est que nous avions vu juste s'ils nous ont suivis. Bon, alors, je vous ai invité pour vous remercier. Pour le travail. Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, je peux me permettre de le dire en même temps que vous. Caribule, c'est pas une manifestation, c'est pas un business. C'est une manifestation totalement gratuite qu'on fait pour des jeunes. Il n'y a pas d'entrée payante, etc. Et ce qui est intéressant cette année, ce sont les bénévoles qui vont voler avec nous. Exactement. Et moi, je salue vraiment le travail qui est accompli par les antennes locales d'insertion, parce qu'il faut le dire, hein, les antennes locales d'insertion ont la responsabilité d'accompagner les allocataires du RSA. Je salue Madame Baron, Christine, qui porte vraiment ce dispositif de toutes ses forces, et cette belle collaboration qui s'est mise en place en interne de la DGA Insertion, hein, la transversalité c'est aussi à l'interne, elle permet aujourd'hui de proposer aux allocataires du RSA de venir et de participer auprès des opérateurs qui mettent en place les manifestations. Donc on l'a testé lors du Tour cycliste l'année dernière avec la fédération, ça avait très bien marché. Pendant les parades du carnaval, 40 allocataires du RSA se sont mobilisés autour des groupes, autour de la fédération du carnaval. Nous avons eu l'occasion de les remercier le 26 mars. Et c'est la même dynamique qui se met en place autour de Caribule, parce que en fait, vous avez dit, les associations, elles ont besoin de bénévoles aussi. Mais ce qui est important dans cette action-là, c'est les contacts que ça leur permet de nouer avec un monde différent, des réseaux différents peut-être auxquels ils n'auraient pas accès s'ils ne viennent pas, s'ils ne sortent pas de chez eux. Alors, je pose quand même la question, Madame Boussillon. Pourquoi les salons du livre ont disparu en Guadeloupe ? Parce que Caribule a tenu le pari depuis plusieurs années d'être manifestation de livres, c'est vrai, c'est pas toujours évident, mais qu'est-ce qui empêche? C'est parce que les gens ne le lisent pas assez ou bien il y a autre chose? Non, il faut qu'une collectivité s'empare de ce projet, parce que, ou bien une association, ou des porteurs de projets, parce que c'est comme ça que les choses existent, hein, c'est qu'il y a des gens qui décident à un moment qu'il faut que ça existe. Oui. Mais je pense que ça va revenir, le Salon du Livre va revenir, sous une autre forme. Oui. Sous une autre forme, parce qu'autour du Salon du Livre, il y a la lecture, mais il y a toute l'économie du livre aussi. Bien sûr. L'autre collectivité, la collectivité régionale, a travaillé sur l'économie du livre. Il y a eu une tentative de Salon du Livre régional l'année dernière, je crois il y a 2 ans. Oui. Mais il faut vraiment l'aborder sous tous ces angles. L'angle du développement de la lecture publique, donc le public, l'usager, toute la chaîne du livre en réalité, et montrer qu'il y a des métiers aussi derrière cela. C'est ça qui est important. Il y a bien sûr l'économie du livre, il y a des métiers autour du livre, mais c'est vrai que de manière générale, il y a une difficulté pour le livre avec le numérique, on le sait, la publication. Et ce matin, Madame Boussillon-Oudil, ce matin, discuté avec un éditeur qui me dit qu'il est débordé par le nombre de projets d'ouvrages, c'est-à-dire
tout le monde écrit maintenant, et de plus en plus de livres qui paraissent. Je me dis, même ça va mettre livre, tellement il y a des gens qui veulent écrire. Alors les gens veulent écrire ou les gens ne veulent pas lire aussi. C'est quand même curieux, ça. Non, mais c'est paradoxal, non, mais c'est vrai, puisque je parle sur les éditions Nestor ont plus de 600 livres déjà. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, hein, donc ils écrivent. Donc il faut absolument booster ça un peu, booster la lecture. Et c'est le travail des bibliothèques, monsieur Sandroné. Ah non, mais ça, j'en suis conscient. On s'est vertu à le faire. Et je sais qu'au niveau de la bibliothèque, on fait le travail. Alors justement, la bibliothèque est devenue numérique maintenant. Pas seulement. Non, nous avons voulu élargir le champ. La médiathèque numérique vient en complément des collections physiques, ça c'est clair. Et c'est vrai que c'est un excellent produit. Vous allez dans n'importe quelle commune de la Guadeloupe, dès lors que vous êtes inscrit à votre bibliothèque, puisque notre idée aussi, justement, c'est de favoriser la fréquentation des bibliothèques communales. Dès lors que vous avez payé votre droit d'inscription, qui est souvent dérisoire, hein, c'est jamais plus de 10 €, je pense, vous pouvez avoir accès à une bibliothèque immense, étendue. Et pas seulement des livres, des journaux, des vidéos, des films, etc. Donc ça vaut vraiment qu'on... Vous avez vu Zion? C'est une pépite. Ce film est magnifique. Madame Oumial, vous avez vu Zion, non? Non, j'ai prévu d'y aller. Ah, vous avez prévu d'y aller? Il ne faut pas rater ça. Hein, parce que, bon, ferme la parenthèse. Alors, l'autre question que je voulais voir avec vous, Madame Oumial, c'est qu'il va y avoir le village de Caribule la semaine prochaine. Mais on a dit qu'il y avait le before Caribule, il y a Caribule, mais il y a l'after. Il y a l'after. Et l'after, c'est votre secteur? Alors l'after, effectivement, sera consacré à la mise en place d'ateliers parcours d'insertion. Donc autour des activités que propose Caribule. Cela permettra aux allocataires du RSA qui seront intéressés par cet atelier parcours d'insertion de découvrir l'écriture à travers les bandes dessinées. Donc des ateliers seront prévus avec plusieurs thématiques autour du dessin, autour de l'écriture. Et ce qui aurait été bien, c'est qu'à la fin de ces ateliers, nous puissions avoir une production que la collectivité... Il y a toujours... Non, mais en termes de production, je vous rassure, depuis que Caribule existe, chaque année, on fait un concours de jeunes auteurs. Et on a plein d'auteurs, de jeunes auteurs qui sont devenus même des professeurs d'art plastique. Et chaque année, on a plein d'auteurs de jeunes. Là, pour le prochain concours, là, on a déjà pléthore de jeunes qui décident. J'imagine que chez les RSA, on va souvent trouver une pépite. C'est ça. C'est-à-dire que l'ambition, elle est portée là, c'est que puissent émerger de ces ateliers parcours d'insertion auxquels les allocataires du RSA vont participer, des pépites qui pourront être accompagnées, détectées, être accompagnées. Ça, c'est vraiment l'ambition. Et de façon beaucoup plus large, puisqu'on l'a évoqué avec Mme Broussillon, je reviens, puisque dans la contractualisation que nous avons mis en place, on aimerait aussi déboucher sur un tiers-lieu. Un tiers-lieu demain qui serait consacré donc à la valorisation, au développement des ICC. Un tiers-lieu dans lequel on pourrait faire converger en fait tous ceux qui gravitent autour des industries culturelles et créatives, et surtout que le public, notamment les allocataires du RSA, mais pas que, les jeunes puissent aussi se retrouver à l'intérieur de ce tiers-lieu et de pouvoir le faire vivre et pourquoi pas d'initier cette filière, puisqu'on en parle beaucoup en Guadeloupe, de la filière des ICC, mais qui a besoin d'une vraie structuration, d'un vrai accompagnement et pourquoi pas faire émerger des entreprises à l'intérieur de ce tiers-lieu, qu'ils deviennent une vraie pépinière en fait. De toute manière, pour la filière de BD, je peux le dire en toute humilité que Caribule a beaucoup porté cette filière, puisque avant Caribule, il n'y avait pas de créateur d'ouvrages de BD made in Guadeloupe. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éditeurs, que ce soit Nestor, que ce soit Caribe Édition, Jazor, Negmaron, qui font de la... Alors, l'autre question aussi pour Mme Broussillon, juste pour l'embêter. Alors, il y a les mangas, la bande dessinée, mais il y a aussi l'album de jeunesse. Alors, question. Pourquoi l'album de jeunesse ne peut pas être dans la même dynamique? Alors, ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas très longtemps, ma collègue m'a demandé « Mais quelle est la différence entre une bande dessinée et un album de jeunesse ?» Et comme disent les jeunes, j'ai bugué parce qu'en réalité, on sait ce que c'est qu'une bande dessinée. Il y a un illustrateur et il y a des bulles, c'est-à-dire il y a une histoire qui est à travers les bulles.
Bon, dans l'album de jeunesse, l'illustration occupe le premier rôle hein, en réalité. On peut lire un album de jeunesse sans le texte, pratiquement. Donc, c'est vrai que nous, bibliothécaires, nous sommes très attachés. Je dis nous, bibliothécaires, parce que je suis bibliothécaire de formation. Je sais, non, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. Donc, nous sommes très attentifs à la distinction des genres. Parce qu'on se dit, c'est pas la même chose. Et surtout, c'est pas le même usage. C'est pas le même usage. Un album de jeunesse, il a pour vocation de familiariser l'enfant dès le plus jeune âge, avant même qu'il ne sache lire, à la lecture. Mais je dois admettre que plus le temps passe, plus les gens se rapprochent. Bon, on sait très bien qu'avant, même dans la littérature, il y avait des genres, il y avait la poésie, il y avait le poème, les romans, etc. Maintenant, on a des récits contés, on a des paroles. Enfin, la création amène justement, quelquefois, je ne dirais pas à des mélanges de genres, mais en tout cas une sorte d'hybridation. Bon, les choses se font comme ça. Donc, il peut arriver que un document soit à la frontière de l'album et de la bande dessinée. Des bandes dessinées qui ont un côté album de jeunesse. Donc c'est pourquoi je souris un peu, mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne l'usage. Donc il y a un vrai travail qui a été fait autour de l'album de jeunesse. Il y a eu même un concours. Le département précisément, et quand j'insiste là-dessus, c'est parce que nous avons mené pendant plusieurs années un concours de livres de jeunesse pour permettre... Caribou peut vous aider pour le relancer. Mais nous avons bien l'intention de le relancer parce que l'objectif, c'est bien sûr de faire émerger de jeunes auteurs d'albums de jeunesse, mais aussi c'est de constituer une collection d'albums de jeunesse de qualité. Parce que c'est vrai que c'est comme dans le roman, il y a beaucoup de productions, mais nous sommes très attentifs à la qualité. Voilà. Bon, on est comme Madame Sarah. Madame Sarah. Parce qu'on a eu des échanges avec elle sur cette question. Elle est très pointilleuse sur la qualité oui, c'est très important. C'est très important, puisque c'est mis en contact de l'enfant. Donc il faut qu'il soit habitué au beau. Il faut qu'il soit habitué au beau dès le plus jeune âge. Bon. Donc voilà. Bien, je sais pas, je vous remercie déjà. Sauf que vous avez un dernier mot, Madame Romuald. Ah mais non, mais c'est rendez-vous. Alors tous ceux qui habitent dans le Sud-Bastère demain, les écoles, les enfants, les parents, les enseignants, tous venez demain. Odile l'a dit, le Fort Louis Delgrès, c'est un très bel espace. Donc venez, on prépare tout pour que vous soyez accueillis là-bas. Et nos bénévoles seront là, les allocataires seront là pour vous accompagner. Bon, les commandos, c'est fort en BD. Mais nous faisons l'hôpital. C'est ça, oui. À part le département, tout ça, la Guadeloupe, mais ça, je suis le premier à le dire le plus souvent. Un dernier titre avant la pause. Oui, on va parler de l'accord trouvé lors de la deuxième rencontre du secteur pétrolier. Donc, une rencontre qui a permis d'améliorer les relations entre les syndicats et les patrons. On voit un reportage d'Olivier Félix. Ça, on peut dire des deuxième rencontre là, c'est qu'elle nous satisfait parce que les revendications que nous avons posées depuis la première réunion là, c'était qu'elle est total revoir copié par rapport à l'ongérant parti. Que les salariés ne pas rester à terre, qu'il fait ça, il faut pour tout droit à salarié peut respecter. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui là, qu'il vient affirmer. Désormais, même 15 jours avant ou un mois avant que gérant la partie, il y a des contrats qui mettent en place avec les syndicats, avec les STPPG et les salariés pour garder si tout droit salarié respecté, si pas n'y a rien que gérant là pas respecté avant gérant la partie, pour satisfaire droit les salariés. Mais nous, ça nous peut dire globalement au niveau secteur pétrolier là, c'est que désormais nous veillons actifs et quelle que soit la compagnie là, nous pouvons laisser faire n'importe quoi avec les salariés. Et pour l'avenir, de toute façon, il prévoit que le pétrole d'ici 2035, mais moi personnellement, pas quoi dans ça, mais nous, ça nous quoi prévoir aussi, c'est qu'au niveau secteur pétrolier là, que les salariés partent en formation, qu'ils forment et s'il y a une transformation qui a fait, que les salariés pas arrêter à terre et désormais, il faut chaque compagnie vienne ciser à l'endroit table et parler avec nous. Incontournable, faut les salariés, faut parler avec eux. Rien ne peut être fait sans les salariés. Voilà, il est 12h57. On ferme un petit peu le ZCL, mais provisoirement, mais on revient dans 2-3 minutes avec vous et avec Iman Info tout à l'heure.
Voilà, il est déjà 13h03, le défilé des femmes continue, puisqu'on avait 2 premières femmes tout à l'heure, et là on en a 3, même 4 sur le plateau. Bonjour Madame Evrilus. Bonjour Monsieur Zantonis. Et vous n'êtes pas venu. Alors Evrilus, ça rime avec... Bus. Avec Bus. Je ne sais pas si elle a fait exprès. Bonjour Madame Bus. Bonjour. Et bonjour Madame Coriolan Biki. Bonjour. Bon, alors pourquoi tu nous as emmené toutes ces femmes? Alors, j'ai amené des familles, il y en a d'autres, hein, parce que il y a encore 2 autres, je crois. Oui, nous avons organisé la soirée des femmes entrepreneurs, hein, des mecs qui créent et des femmes qui s'épanouissent. Oui. Donc, c'est pour faire voir, comme Canal 10, notamment le ZCL, est suivi un peu partout en Guadeloupe et hors des frontières de la Guadeloupe, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour que la Guadeloupe, les Guadeloupéens, les jeunes femmes, les jeunes, d'une manière générale, qui veulent entreprendre, essaie de se dire, franchement, finalement, c'est pas si compliqué, ou alors même si c'est compliqué, il y a des femmes qui osent. C'est donner aussi l'envie d'avoir envie à d'autres femmes, à d'autres personnes, de dire, bon, la Guadeloupe c'est mon pays, je veux créer dans mon pays, je dois développer économiquement mon pays. Il y a des femmes qui ont créé avant elles. Moi, j'ai eu des modèles. Avant moi, il y a eu des femmes, j'ai eu des modèles. Et là, je voudrais que ces femmes, maintenant, soient des modèles pour notre génération future. D'accord. Alors, on va commencer par Madame Bus. Les chefs d'entreprise, dans quel domaine? Bonne question. Dans quel domaine? Alors, actuellement, je suis en train de développer une marque de bien-être, Nature d'Ange, notamment. Et cette fibre entrepreneuriale, je pense que je l'ai toujours eue. Donc, j'ai traversé des domaines, des secteurs. Je suis tombée, je me suis relevée. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de m'épanouir dans le bien-être, donc dans tout ce qui est savon, tout ce qui est vibration, tout ce qui est accompagnement, développement personnel. Voilà. D'accord. Je pose la même question à Madame Christelle Coriolan-Biki. Eh bien, moi, je suis dans le commerce depuis de nombreuses années. Oui. On dira, un peu comme Madame Bus, moi, j'ai la fibre commerciale depuis toute jeune. Mes parents étaient chefs d'entreprise, du coup, j'ai continué à créer. Et moi, je suis dans le domaine de la boucherie, restauration. Oui, vous êtes à Baïf? À Baïf et à Bastère. Enfin, plus Bastère. On considère Baïf, mais c'est Bastère, Calbassi. Je sais où vous êtes. Bon. Parce que le dimanche, ça m'arrive de venir là. Bon, alors, quand on est chef d'entreprise en tant que femme, est-ce qu'il y a des difficultés? Parce qu'on dit souvent, les femmes, etc., par rapport aux hommes, comment ça se passe? Pour quand on est chef d'entreprise femme, je ne dis pas pour s'imposer, mais enfin, pour au moins se faire respecter. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pendant toute une période le côté où il avait fallu s'imposer en tant que femme. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que... C'est réglé. C'est réglé. C'est une histoire réglée. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une position, nous les femmes, où nous devons rayonner. Nous devons exprimer. Puisque le combat, il est déjà fait. Le combat est déjà fait. À l'heure actuelle, avec toute notre féminité, ce qui fait de nous cette particularité dans l'entrepreneuriat, il est maintenant temps de l'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas l'entrepreneuriat de la même façon qu'un homme. Et c'est... quelle différence, dites-moi? La rigueur. La rigueur? Comment les femmes sont plus rigoureuses que les hommes? Bien sûr, monsieur Zandonis. C'est vrai, il est dit. Il y a la fibre féminine qui fait que l'entreprise a une autre allure. Une femme fera attention peut-être au positionnement d'un rayon, au positionnement d'un produit. Quand l'homme, il va dire, bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Mais nous, les femmes... Ils bon comme ça. Ils bon comme ça. Mais nous, les femmes, nous avons une autre manière de voir les choses qui, je ne mets pas la complicité des hommes à côté, puisque, bon, il faut des hommes, il faut des femmes, c'est comme ça la vie. On n'est pas là non plus pour dire que les hommes ne sont pas bons. Mais on est là pour dire que nous, les femmes, nous sommes décomplexées maintenant de se dire, on doit rester à la maison, on doit s'occuper du ménage. Non. On doit faire avec. On doit être dans le faire, je dis F-A-I-R-E, faire avec le ménage, faire avec les enfants, faire avec l'amusement, parce qu'on a envie aussi de sortir, de s'amuser. On doit être épanoui dans ce qu'on fait et on doit avoir la passion de l'entreprise, puisque, bon, comme on sait, c'est pas facile, c'est pas évident. Le soleil se lève, il se couche.
l'entreprise, ça tourne aussi. Ça peut être à son apogée à un moment donné, ça peut être au fond à un autre moment. Il faut avoir deux plans, le plan A, le plan B. Il faut penser à la reconversion. Je pense qu'une femme, elle est quand même très motivée quand elle fait son entreprise et pour dire, s'il y a des difficultés, je vais m'y atteler, pour que nous puissions redresser l'entreprise. Alors, Edith, je pose la question, ces deux femmes-là sont là. On a vu tout à l'heure la photo de la manifestation qui s'est tenue au World Trade Center. Comment, il y en a plein là, comment vous avez choisi les 4 qui sont là? Est-ce que c'est un concours ou bien comment ça se passe? Il n'y a pas que 4, parce que nous sommes chambre de commerce, les femmes sont inscrites au registre du CFE. Et on suit l'actualité aussi, parce que quelquefois, on va dans les foires, on va dans les salons, on les rencontre, on discute avec elles. Et on se dit, cette femme-là qui fait des choses, on doit quand même la propulser. Par exemple, nous avons l'entreprise Cochon Pays Guadeloupe, qui est dirigée par une femme, Madame Maud Lurel. Donc, ça, il faut le faire savoir à la Guadeloupe. C'est une entreprise qui est peut-être difficile, parce que c'est l'élevage de porc, c'est la transformation de la viande, etc. Mais c'est une entreprise quand même qui est conduite par une femme et qui a 25 salariés. Nous avons une autre femme, Madame Duplessis, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a créé des produits à base de plantes médicinales pour bébés. Donc, c'est vrai qu'elles vont dans des foires et des salons, mais c'est vrai aussi qu'on doit mettre en avant ces femmes-là, parce qu'une femme demande quoi? La reconnaissance, elle demande à être honorée, elle demande à travailler pour gagner sa vie. Et donc, c'est pour cette raison, moi, avec ma fibre féminine, étant dans l'entreprise depuis des années, ayant connu des difficultés, tomber, lever. Donc, je sais que c'est compliqué. C'est pour cette raison que le président Vial-Colli me fait toujours confiance. Et d'ailleurs, nous allons accentuer encore cet accompagnement pour les femmes. D'ici le mois prochain, peut-être que vous allez nous recevoir en tant que chambre de commerce pour vous parler de cet accompagnement assez approfondi que nous allons mettre en œuvre avec les femmes. Alors, Madame Bus, justement, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu des périodes hautes, des périodes basses. On est presque à terre. Comment on remonte? Comment on remonte? Eh bien, on s'appuie sur justement ce qui nous a fait tomber. On regarde à l'intérieur, on regarde avec honnêteté, avec transparence, et on prend conscience que parfois, tomber, ça peut être une bénédiction. Ah bon? Tomber, ça peut nous faire nous relever encore plus haut, plus loin. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes des femmes, nous sommes donc des êtres cycliques. Nous avons l'habitude de descendre et de monter. Qu'est-ce qu'on dit? Les femmes sont des châtaignes, c'est ça? Il ne faut pas oublier que les femmes procréent. C'est ça. Donc, s'il n'y avait pas de femmes, M. Zandronis, vous n'auriez pas été là. Et donc, les femmes ont toute la latitude de créer leur entreprise. Et donc, quand une femme tombe, elle a quand même la capacité, elle va chercher dans ses réserves. Parce que quelquefois, c'est vrai que c'est jamais bien d'essuyer des difficultés. Mais quelquefois, il faut de la difficulté pour se redresser et réorienter son fonctionnement. Quelquefois, il faut de ça. Oui. Madame Biki, vous n'êtes pas encore tombée, non? Ah, bien sûr. Ah bon, vous êtes tombée aussi? Comme toutes les femmes, comme toutes les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Et où est-ce que vous avez puisé la force pour remonter? La force, je l'ai puisée avec mon bras droit, mon frère, qui est tout le temps là. Puisque il y a l'entreprise, mais je ne suis pas toute seule en fait. Il est à côté, donc du coup, C'est une entreprise familiale, c'est ça? Tout à fait, on est deux. On est deux et du coup, dès que ça ne va pas, on se concerte, on échange. Lui, il est un peu plus dur que moi. Donc après, on se relève et puis on tire les leçons justement de ce qui vient d'arriver. Et puis voilà, on n'a pas le choix de toutes les façons si on veut continuer. Puis on a des salariés quand même qui ont des familles à nourrir, il ne faut pas l'oublier. Donc on est obligé quand même de se battre aussi pour ne pas justement mettre ces gens-là sur le chaos. On ne pense pas qu'à nous. Alors, Madame Bus, un petit peu plus de précision sur votre entrepreneur. Vous parlez de bien-être. Alors, ça se vend comment? En sachet, au kilo? Si vous me le permettez, je peux vous montrer? Mais montrez. Ok. Je vous permets, vous êtes là pour ça. Vous montrez et démontrez.
Donc voilà ce que nous faisons à la Chambre de commerce aussi. C'est pour valoriser, optimiser les personnes. Oui, je pense que c'est une action forte de la Chambre. D'accord. Ici, je suis divine. C'est le savon miel. D'accord. D'accord. C'est une présentation. Ça, ce sont par exemple des petits cœurs, des petites fleurs à base de savon, à base de calunda. Mais qui crée ces produits? Alors, il y a une partie qui est fabriquée ici, surtout notre savon coco. Et sinon, c'est des produits qui sont fabriqués ailleurs, qui peuvent être fabriqués au Canada, en Inde notamment, et donc une partie donc en Guadeloupe. D'accord. Et ça, c'est notre dernière. Et ça, c'est Non, c'est pas du beurre, c'est du savon. C'est un savon aussi? Oui, un savon. Je ne sais pas. Sentir un petit peu. Donc, vous vendez en boutique ou bien comment vous faites? Ah, sur site. Sur site internet. Ah, sur site? Sur site internet. Et justement, par rapport à cette problématique, c'est une chance pour nous de pouvoir effectivement utiliser Internet. Mais par exemple, en Guadeloupe, c'est une clientèle que je souhaiterais effectivement toucher totalement pour pouvoir effectivement apporter cette valeur de bien-être avec mes produits en Guadeloupe. Mais j'ai remarqué que ces 2 dernières années, que tout ce qui est achat en ligne n'est pas forcément favorisé ou du moins facile. Ah bon? Non, ce n'est pas forcément facile. Comme on m'a dit, depuis le Covid, les Guadeloupéens étaient devenus plus digitaux qu'avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, depuis le Covid, donc on a pu remarquer que le Covid, c'est pas forcément quelque chose de super réjouissant, mais pourtant, ça a amené des changements et des améliorations, notamment par rapport aux achats sur Internet. Mais quand on parle d'action d'achat, on parle également d'action d'argent. Oui. Donc de passer la carte sur quelque chose que tout le monde n'a pas forcément encore de maîtrise. Oui. Ah, c'est ça, bon. C'est ça. Oui, mais ça arrive quand même, ça commence à... Ça commence. Ça commence quand même. Oui, ça commence. Oui. Bon, alors Madame Biki, j'imagine que vous ne vendez pas en ligne, non? Non, pendant le Covid, par contre, on a fait ça pendant le Covid. Ouais. Et ça a super bien marché. Ça marche mieux en ligne qu'en... Ça a marché pendant le Covid en ligne, mais plus maintenant. Plus maintenant? Non, les gens préfèrent venir en boutique. Un poulet grillé en ligne? Ça fut. Non, il faut venir aussi aux places. Ah, il faut venir vraiment... Il faut venir aussi aux places. Non, enfin, je demande... Click and collect. Oui, c'était ça, c'était click and collect. Tout à fait. Ouais. Bon, et donc, par rapport à l'action de la CCI quand même, parce que c'est la CCI, madame, c'est la représentante des TPE, est-ce que vous sentez quand même l'accompagnement? Tout à fait. Vous êtes venu là à l'émission et vous a emmené à l'émission, bon, elle m'a même pas demandé mon avis, mais c'est que c'est OK, il n'y a pas de problème. Donc quand même, ça vous fait plaisir quand même que l'accompagnement de la CCI. Ça a été un honneur quand j'ai eu l'appel de la CCI pour pouvoir m'inviter à cette manifestation. Franchement, je ne me voyais pas refuser. Ça a été un honneur. Je me suis dit, pour une fois. Oui. Et puis, en fait, maintenant, depuis, j'ai l'impression d'aller que vers l'avant, d'être portée. Oui. Le fait d'avoir eu cette récompense, ce trophée, comme je disais tout à l'heure aux collaboratrices, je n'ai pas vu sur les réseaux, mais paraît-il qu'on est quand même passé sur les réseaux. Donc, j'ai eu du monde en retour qui sont venus me dire « On t'a vu, effectivement, et on va vous voir encore aujourd'hui, là, parce qu'il y a environ près de 10 000 personnes qui nous regardent tous les midis. » Effectivement. Donc, c'est sûr que dans la rue ou même dans votre boucherie, passerait plus inaperçu. Et pareil pour Madame Bus. C'est sûr. Même pas besoin de prendre le bus maintenant. Pour faire un jeu de mots gratuit. En tout cas, merci de nous recevoir. Oui, merci. Non, mais c'est grâce à Edith. C'est grâce à Edith. Alors Edith, il est 17, bon, on a encore le temps de parler. Et il y aura tout à l'heure Isabelle Avril et Mathis Calab, on va en parler. Mais alors, cette manifestation pour les femmes, c'est quoi? C'est la 4e édition, 5e édition? Nous en sommes à la 5e édition. 7e édition. Et puis, à chaque édition, nous voyons quand même l'engouement des femmes, la joie de ces femmes qui reçoivent un trophée, parce que c'est pas rien quand même, cette reconnaissance, la reconnaissance de la Chambre de commerce. Et donc, chaque année, on va perpétuer. Je pense que quand je ne serai plus à la Chambre, c'est quand même une manifestation qui continuera, puisque c'est, je vais dire, c'est l'une des manifestations phares, entre autres, de la Chambre de commerce. Donc, puisque, je le dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir ce prix, ma métropole, Madame Commerce de France. Et donc, c'est pour cette raison que depuis 5 ans, j'ai réfléchi
Et je me suis dit, bon, tu as eu le prix, pourquoi pas, puisque je suis à la tête de la commission des très petites entreprises, pourquoi ne pas accompagner les femmes, une manière de les encourager, puisque, mis à part cette manifestation, je reçois à la chambre très souvent des femmes qui viennent vers moi pour me demander des renseignements, comment j'y fais, etc., etc. Donc, je pense que c'est ma mission qui est dans le bénévolat que je continue et que j'aime bien. Oui. Non, mais l'autre question, c'est bon, c'est bien que ces femmes-là aient gagné ce trophée et viennent dans l'émission et soient de plus en plus connues. Mais d'une manière générale, l'entrepreneuriat, c'est un job. Hein. C'est un vrai travail. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Hein. Non, c'est un vrai travail. Oui. Maintenant, je dis, bon, avant, on n'avait pas de boulot, peut-être qu'on ne réussissait pas à l'école et on se disait qu'on se lance dans l'entreprise. Maintenant, les donnes ont changé puisque la vie s'est modernisée et donc les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et donc c'est pour cette raison que maintenant, je dis toujours à d'autres personnes, d'autres femmes, il va falloir s'orienter vers la formation. Justement, j'allais poser la question. De formation, être mieux accompagné et savoir là où on va. Parce que je discutais avec quelqu'un qui a une boîte de conseil. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de boîtes de consulting. Bon, maintenant, il faut savoir véritablement là où on va, savoir faire le bon choix pour avoir les bons conseils et savoir faire les bonnes formations aussi. Moi, je dis, sans les bons conseils, puisque la Chambre, nous sommes là pour cela aussi, nous avons des agents sur tous les fronts. Et donc, sans de bons conseils, sans des formations de choix, pas n'importe quelle formation, puisque nous sommes en train de mettre des formations qui s'adaptent au paysage économique de la Guadeloupe. Donc ça aussi. Et donc, maintenant, je demande aux gens d'aller sur les réseaux, d'aller sur le site de la Chambre de commerce et de venir aussi vers nous. Parce que là, nous allons vers les gens dans leur entreprise, mais il faudrait aussi que les gens viennent vers nous pour qu'ils puissent savoir ce que nous faisons. Nous travaillons avec des partenaires de l'entreprise, nous travaillons avec la région, nous travaillons avec beaucoup de personnes qui peuvent aider les entreprises à avoir, je dis même pas un bien-être, mais un mieux-être, de se porter mieux. Bien-être. Alors, justement, Madame Busset, je posais la question aux deux, et à Madame Kouyonambiki aussi. En termes de entrepreneuriat, d'accord, mais comment vous communiquez? La communication, c'est compliqué? Compliqué, c'est pas le mot, parce qu'il y a tellement de moyens de communication. Le tout, c'est de trouver le bon canal, justement, de communication par rapport à son public. Parce que de nos jours, selon effectivement la clientèle que l'on vise, que l'on veut toucher, la cible. Et voilà, et on peut les toucher de plusieurs façons. D'ailleurs, ici, je peux toucher effectivement une bonne part de ma clientèle. On a les réseaux sociaux, on a également tout ce qui est emailing, etc. Et comme précisé, on se forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se forme sur les réseaux sociaux. Demain, je vais devoir me former sur le SEO, sur Google. Ensuite, je vais devoir encore me former. La communication, c'est la formation. C'est l'information qui doit passer, mais d'une façon... comment dire? Pour ça, il faut connaître notre public. Oui. Voilà. Il faut connaître ce public. Dans votre secteur, pas besoin de trop de communication? Je suis quand même présente sur les réseaux. Sur Instagram? Sur Insta, sur Facebook. Oui. Et franchement, ça fonctionne vraiment. Fonctionne bien. Je me rends bien compte que les réseaux ont un impact sur notre clientèle. Il suffit que je publie une vidéo ou alors une publication ce matin, par exemple. Entre midi et 2, j'ai du monde qui me disent « Ah, j'ai vu que tu as publié qu'il y avait du boudin ce matin au Lambi, on est venu pour ça. » Donc, quand j'ai besoin de faire un bon coup, effectivement, j'utilise les réseaux. D'accord. Donc, la formation à ce niveau-là, je crois que la CCI a ce qu'il faut. Oui, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on interroge quelquefois, on fait
on interroge des questionnaires pour savoir quel type de formation. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas une formation pour former Madame Biki, comment elle doit faire le boudin, etc. Ça, c'est d'autres... Elle sait faire ça. Il est bon. Donc, mais peut-être, bon, on va faire des formations pour savoir le prix d'achat, le prix de revient, le prix de vente, quelle marge, etc. On va rentrer dans ce qui est plus technique avec les gens, mais pas lui montrer comment faire son boudin. D'accord. Bien. Ben écoutez, mesdames, on est content. Alors, vous avez le droit de parler à votre clientèle. Je vous donne 2 secondes quand même pour dire, pour vos produits, puisque vous êtes là. Autant en profiter. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à mon public? Retrouvez-moi sur mon Instagram, Nature d'Ange. Alors, c'est quoi votre Instagram? C'est Nature d'Ange. Nature Blanche? Non, Nature d'Ange. Nature d'Ange ou sur le site naturedange.fr. D'accord. Et on peut commander aussi sur Nature. Vous pouvez commander sur Nature d'Ange et puis recevoir donc, par la poste ou en livraison donc, les produits. Oui. Et ce week-end, il y aura du boudin au lambi ou bien... Poisson et rouge. Poisson. Il y aura du poisson et du rouge. Mais avant toute chose, moi, je tenais quand même à remercier la CCI de nous avoir invités, parce que sans eux, on n'aurait pas été présente dans votre émission, qui va nous donner effectivement un petit coup de pouce encore pour cette année. Alors moi, je suis présente à Calbassier, à la boucherie moderne. Et aussi en centre-ville, juste à côté du McDo. Donc on fait de la viande, de la boucherie, du local. On essaie vraiment de rester que sur le local, des repas traditionnels et le boudin. Donc on varie effectivement au niveau du boudin. Il y a tout le temps des nouveautés. D'accord. On est quand même dans le carême. Donc, On est dans le carême, mais je vous avoue que maintenant, ça a beaucoup changé. Hein. Autant avant, à l'époque des parents, c'était que le poisson, le mercredi, le vendredi. Il n'y a plus de jours. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça a changé maintenant? Ça a beaucoup changé. Je vais vous donner un exemple. Avant le vendredi saint, les parents étaient fermés, la boucherie n'ouvrait pas. Et bien maintenant, le vendredi saint... C'est ouvert le matin quand même. C'est ouvert le matin, mais je peux vous dire qu'à 14h, il y a encore du monde qui vient. Ça défile. Donc le carême, la tradition se perd là. Absolument. Voilà, merci en tout cas, Edith, d'avoir emmené ces jeunes femmes. On va recevoir tout à l'heure Isabelle et Mathis. Il est 13h25, on prend la deuxième pause et on se retrouve avec nos 2 prochaines invités. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h32, le défilé continue, puisque Magali Marcin est arrivée, bonjour. Bonjour, on est en carré, mais il n'y a pas de défilé. Il n'y a pas de défilé, bon. Edith est encore là, il est avec Isabelle Avril, bonjour. Et quand même, il y a un homme, puisqu'on dit derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Donc, Mathis Calabrila, bonjour, merci d'être là. Un rappel d'être rapidement avec une autre femme. Iman Info. Alors, Iman Noticias. Noticias, ok. Alors, on a parlé de l'accord trouvé lors de la deuxième rencontre des secteurs pétroliers. On a fait aussi un petit retour sur le Ontiziédou avec Winnie Kaona. On parlera tout à l'heure de Jocelyne Béroir qui a pu rencontrer des collégiens du Rézé. Et il sera question du Doukou à Locance, donc à Petit-Bourg. On revient sur le sujet tout à l'heure. Bien, alors on est dans le numérable et tout de suite, c'est le générique de Magali Marcin avec Y. Hein. Exact. C'est parti. Alors Magali, bonjour. On va parler aujourd'hui des technologies au service de l'agriculture, c'est ça? 2.0 ou 3.0? 5.0, la même 5.0. Bon. Alors, donc, explique-nous un peu comment on va manger du gyroman numérique, c'est ça? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tout est numérique. Tout est numérique et si on veut dire, on peut même préparer ton chapeau de paille connecté et on plonge dans un jardin technologique aujourd'hui. On y va. Et en gros, l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, bon, on sait que c'est la tradition, on sait que c'est nécessaire ne serait-ce que pour notre autonomie alimentaire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on ne peut pas parler agriculture sans parler technologie.
tout simplement. On parle d'agritech. On connaît, oui. Donc, agritech, il y a agritech, l'entreprise, mais il y a agritech, le fait, donc ça c'est l'entreprise dont je vais parler tout à l'heure, mais il y a agritech, le fait qu'on utilise des technologies pour justement améliorer la production agricole. Drones, par exemple, capteurs, logiciels météo, robots agricoles. On parle aussi d'agriculture de précision, justement, qui consiste à analyser les données pour décider où, quand on arrose, quand on récolte, quand on sème, etc. Donc il faut maintenant un drone pour être agriculteur? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en plus, on peut parler du drone pour la surveillance, de l'exploitation, le vol des cabris. Oui, tout à fait. Non, mais on rigole. C'est vrai. Mais en fait, en gros, on remplace, entre guillemets, la machette par un tableau de bord numérique. Et ça, sans pour autant perdre le contact avec la terre, bien entendu. Mais ça se développe déjà en Guadeloupe? Alors justement, ce n'est pas que dans les exploitations de France et de Navarre, ou même aux États-Unis. On a aussi nos technologies ici. D'ailleurs, on a une société qui s'appelle MyDetect, une société de BMAO, qui propose des solutions numériques, justement, pour optimiser le processus agricole et piscicole. Donc, on n'est pas que dans l'agriculture, on est aussi dans l'eau. Par exemple, un accès gratuit, ils offrent un accès gratuit à leur plateforme et aux services de base, des objets connectés qui sont justement adaptés aux environnements tropicaux, ça c'est très important, capteurs météo, capteurs de sol, système de sécurité, quand on parlait justement de surveillance avec les drones. On a aussi des algorithmes avancés, analyse en temps réel via des drones pour anticiper les maladies, optimiser l'arrosage, surveiller les parcelles. Donc voilà ce dont tu parlais tout à l'heure. Et ils ont un dashboard numérique justement qui est adapté, si on peut montrer, qui est adapté. En fait, l'agriculteur se connecte et il voit à peu près tout ce qui se passe sur sa parcelle avec la météo actuelle, l'arrosage, etc. Et surtout, Danick, c'est adapté à toutes les tailles d'exploitation. Donc on ne parle pas forcément de 20 hectares, on peut parler d'une exploitation de melons ou ce genre de choses. D'accord. Et Racine Guadeloupéenne se connecte maintenant au-delà de la Guadeloupe. Ben, c'est justement sous la direction de Sébastien Luissant. Alors, ce qu'il y a de bien dans le numérique, c'est que c'est importable, et exportable plutôt. On a MyDetect qui est devenu un acteur majeur justement de l'innovation agricole locale. Et récemment, ils ont déployé une solution en Afrique de l'Ouest avec un partenariat avec Togocom. D'accord. Et tout ça, c'est grâce à la traçabilité numérique. Exactement. Et on a aussi, par exemple, Agritech Guadeloupe, qui lui propose des matériels agricoles modernes, toujours à BMAO. Il facilite l'analyse avec des outils performants pour les producteurs locaux. Donc maintenant, on a effectivement la traçabilité numérique. Le client est rassuré de la production chez l'exploitant, enfin chez le revendeur, le maraîcher, comme on dit. Et bien entendu, le producteur est valorisé. Mais alors, la question qui se pose quand on t'entend, Magali, savoir est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, c'est accessible à tout le monde, mais moi, tout à l'heure, elle disait qu'il fallait se former, je crois, sur ton émission. Oui. Alors, tout est une question de formation et d'information. On a bien entendu le coût du matériel, le manque de formation et les zones blanches, puisque bien entendu, tout cela est connecté à Internet. Mais bon, bien entendu, le déploiement de la fibre, et en tout cas de l'Internet, se fait à peu près sur tout le territoire, donc de toute façon, ça n'ira qu'en s'améliorant. Il existe des solutions, des formations proposées par la Chambre d'agriculture ou des ateliers numériques. Quand il y aura un président. Quand il y aura un nouveau président, mais ils ont déjà fait des formations. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de nouveau président que ça s'arrête aujourd'hui. Des ateliers numériques dans les coopératives, et on a aussi un accompagnement par le CIRAD qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, j'ai réussi à le dire sans respirer, qui œuvre depuis 60 ans en faveur du développement durable et de l'agriculture en Guadeloupe. D'accord ? Donc ça veut dire, d'une manière générale, ça veut dire qu'aujourd'hui, on disait tout à l'heure, depuis 2020, depuis le Covid, le numérique est entré partout, mais il entre maintenant dans le cerveau des agriculteurs. Il entre surtout dans le cercle des agriculteurs, et aujourd'hui, il faut en comprendre au niveau de la terre, au niveau de son cerveau. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc le numérique est un outil, et il ne faut pas effectivement, je l'ai toujours dit, il ne faut pas lui tourner le dos, il faut au contraire l'accueillir à bras grands ouverts, puisqu'il permet justement d'ouvrir d'autres champs. Oui. Et du point de vue du respect de l'environnement, parce qu'il faut en tenir compte aussi. Bien entendu, ben justement, l'utilisation des indicateurs permet de réduire la consommation en eau, le problème qu'on a aujourd'hui, de limiter les pesticides, d'éviter le gaspillage des ressources. On a par exemple plusieurs critères. Consommation d'eau. Dans une agriculture traditionnelle, elle est élevée. Dans une agriculture avec les outils numériques, elle est optimisée. On a moins 20% de consommation d'eau. On a l'utilisation d'engrais. Gaspillage fréquent dans une agriculture traditionnelle.
On a une application précise avec les objets connectés au niveau des parcelles agricoles. Le rendement variable, traditionnel et bien entendu amélioré avec les outils. Et l'usage des pesticides, application généralisée lorsqu'on est en agriculture traditionnelle versus une application ciblée lorsqu'on est en agriculture avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc globalement, ça peut améliorer l'environnement et l'écosystème. L'écosystème, l'environnement, bien entendu le côté financier, puisque plus de pesticides, plus d'eau, il y a des factures beaucoup plus élevées, donc un meilleur rendement pour l'agriculteur en question. Mais moins d'agriculteurs ou bien plus autant tout autant, non, on a toujours besoin de... Non, je demande parce qu'on dit souvent que le numérique supprime beaucoup d'emplois. Ce n'est pas le cas, c'est justement optimiser une exploitation, optimiser la récolte, optimiser l'arrosage, optimiser les pesticides. Donc non, au contraire. D'accord. Alors, globalement... On a même parlé, sans te couper, on a même parlé d'une mamie, parce qu'il y a des applications gratuites, et on a parlé de la mamie qui peut très bien se dire est-ce qu'elle doit arroser ses tomates sur son balcon aujourd'hui ou pas, s'il a plu, par exemple, aujourd'hui. L'application sait qu'il a plu. Mamie est partie sur son marché ou elle est partie faire quelque chose. Elle revient et se dit est-ce que je vais utiliser est-ce que je vais arroser? Non, puisque le capteur a vu qu'il avait plu et qu'il a... Voilà, sinon les tomates vont pourrir. Oui. On est d'accord? Donc globalement aujourd'hui, alors il faut le drone pour surveiller. Oui. Arroser aussi ou même semer les engrais. Oui. Et donc MyEditech aide dans tous ces domaines? MyEditech aide dans tous ces domaines, justement. Je disais qu'il fallait s'informer, mais MyEditech AgriConnect, vous allez sur la page Instagram, qu'est-ce que je raconte? Le site internet de MyEditech ou encore sur LinkedIn, où ils sont très actifs dans les différentes actions qu'ils mettent en place, et sur AgriTech Guadeloupe aussi pareil. Renseignez-vous aussi auprès du CIRAD. Ne restez pas forcément, ne vous dites pas que c'est pas pour moi, c'est super facile à utiliser. Vous avez un portable, si vous pouvez envoyer des messages vocaux sur WhatsApp, vous pouvez très bien suivre votre exploitation agricole sur WhatsApp. Les agriculteurs, ça ne peut qu'améliorer le rendement au niveau de votre parcelle agricole. Ils commencent à en prendre conscience quand même? Ils en prennent conscience justement, ils se forment au fur et à mesure. Je pense que MyEditech, ça fait quand même depuis un moment qu'ils sont en Guadeloupe et ça tient. Donc du coup, je pense qu'ils sont sollicités. On sait que c'est un coût, mais on va le considérer comme un investissement pour avoir encore un meilleur fruit, un meilleur légume, des plus beaux cabris ou des plus belles poules, pour avoir de plus beaux œufs. Oui, donc en fait, la technologie aujourd'hui, c'est plus un luxe. C'est une nécessité, c'est incontournable. Et justement, ça va dans tous les domaines. On a aujourd'hui une bonne nouvelle, puisqu'on a une entreprise dont j'oublie le nom qui a été félicitée parce qu'elle étudiait les mouvements des bâtiments. Ouais. Et elle a été récompensée, je pense que vous allez en parler dans pas longtemps, elle a été récompensée pour cette innovation, puisqu'elle est aux Antilles, zone sismique. Donc elle peut détecter le mouvement des gros bâtiments et voir effectivement pourquoi il y aurait une future fissure ou ce genre de choses. Donc technologie numérique, indispensable, incontournable, à utiliser, à ne pas tourner le dos. J'ai fini. Merci, et c'était pas un poisson d'avril. Pas du tout. Oui. Ok, il est 13h42, on va donner la parole à Edith, parce qu'elle est venue avec deux nouvelles personnes. Présentation. Oui, donc nous avons Mathis, qui a été un prix exceptionnel de la commission des très petites entreprises, parce que Mathis, c'est un jeune dont l'entreprise a vu grandir, et donc maintenant il est parti à l'extérieur de la Guadeloupe faire de très bonnes formations, et maintenant il va faire grandir l'entreprise avec ses parents. Donc tout à l'heure, il va se présenter et dire ce qu'il sait faire, surtout sur le Nord Grande Terre. Et nous avons Madame Isabelle Avril qui est avec nous. C'est bien de l'emmener aujourd'hui, quand même, Madame Avril. Et c'était pas fait exprès. Et donc, Madame Avril, qui fait partie des récipiendaires, oui. Mais aussi, je voudrais faire un clin d'œil et un coup d'œil à Marie-Galante, aux Saintes et à la Désirade. Une fille des îles du Sud ne peut pas quand même faire l'impasse sur ces îles du Sud, puisque lors de cette manifestation que nous avons eue le 14 mars, nous avons aussi primé, mais mis en avant, la cuisine traditionnelle de ces îles, qui sont des îles, mais qui ont toutes leurs différences. Et donc, c'est ainsi qu'à la Désirade, nous avons pu mettre en avant le savoir-faire de Madame Josie Berchel, avec les cajous confits. Je dis tout le temps, il n'y a que les Désiradiens qui ont la recette, nous on ne l'a pas, et ils ne la donnent pas. Nous avons aussi mis en avant Madame Lancelot Liliane de Marie-Galante, qui est une spécialiste du chaudage
et du bébélé. Heureusement que ces gens-là sont en train de perpétuer cette cuisine. Le chaudage pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? Alors, le chaudage pour les gens qui ne savent pas, c'est des abats, c'est des bas morceaux de porc ou de bovin. Oui. Et avec c'est cuit sous forme de blaf, avec des racines, des patates, des ignames, des madères. Donc, il n'y a que nous, à Mariganne, que nous qui avons ce savoir-faire. Et ensuite, nous avons aussi primé le bébélé. Et donc, pour les Saintes, nous avons mis en avant, par le biais de Madame Cassin Chantal, nous avons mis en avant le tourment d'amour. Donc, on a fait un clin d'œil de ces 3 îles-là, parce que ça fait partie de la transformation. On va aller un jour, ces personnes? Oui, si vous me dites de venir avec ces personnes, c'est le rendez-vous peut être pris sur le plateau. Oui. Et je viendrai avec ces personnes pour parler de leur savoir-faire. Elles peuvent venir avec ce qu'elles font. Et donc... Ah oui, il faut venir surtout avec un chaudage, un bébélé, un tourment d'amour. Ah non, mais elles ne viennent pas les mains vides. Hein. Non, vous en faites pas. Les gens à cette heure-là, l'heure du déjeuner... On aime les défis. On aime les défis, oui. Et on relève toujours les défis. D'accord. Donc je réponds à leur place, oui, il y aura tout cela. Alors Mathis, présentation de l'entreprise. Du coup, moi c'est Calabre Mathis, j'ai 28 ans bientôt, enfin au mois de mai. Et du coup, mes parents, ils ont une société de la mécanique auto, qui veut dire ils ont fait de la carrosserie au début, puis de la mécanique. Ça fait depuis 1993 qu'ils exercent en fait... ce métier-là, en fait, du moins qu'ils ont cette entreprise. Au début, il y a eu l'entreprise qui a brûlé, mais ils se sont relevés, ils ont réussi à recréer, restructurer cette entreprise. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est encore debout. Donc, parce que Edith disait que vous êtes parti pour vous former, pour développer un petit peu... Du coup, oui, à l'âge de 15 ans, je suis parti, j'ai effectué un bac pro et un BTS dans la prévente automobile. Donc tout ce qui est dans la prévente automobile, qui veut dire la mécanique ou même la vente. Et à la suite de ça, je suis parti dans le poids lourd, j'ai changé, enfin, je suis toujours dans la mécanique, mais je suis parti dans le secteur poids lourd. Et j'ai effectué divers tâches. Voilà. Ça marche. Le poids lourd, c'est un bon domaine aussi. Comme on dit, c'est du lourd. C'est du lourd. D'accord. Alors, Madame Avril Isabelle, votre entreprise, c'est une entreprise de confiserie locale. Oui. Alors, Isabelle Avril, effectivement, je suis la fondatrice de la maison Isaran, anciennement connue sous le nom de Caraïbes Confiserie. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà. C'était à Saint-Rose, je crois. C'est tout à fait, voilà. Et nous sommes spécialisés dans les confiseries d'antan. Puisqu'il y a de cela 21 ans, j'ai eu à cœur de revaloriser tout ce savoir-faire que m'avait transmis ma grand-mère. Sucre à coco, doucelette, popota fiapin, ce sont des noms évocateurs. Et aujourd'hui, alors ma vision était d'en faire un produit d'exception, chose faite aujourd'hui, et on va plus loin. Donc c'est un savoir-faire transmis à ma grand-mère. J'ai eu l'occasion de faire également des formations à l'école Le Nôtre à Paris pour perfectionner justement tout ce socle que j'avais reçu. Et les clients sont très contents et ravis. Et les petites douceurs, ça marche bien en Guadeloupe? Eh bien, c'est très apprécié, en tout cas. C'est très apprécié, notamment pour tous les événementiels, les baptêmes, les mariages, les communions. Voilà, c'était justement notre intention de départ, parce que je suis aussi une passionnée de décoration, de remplacer, de proposer une alternative locale au dragé, en fait. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez avoir pour votre réception un sucre à coco à tête bleue, fuchsia, voilà, et associer vos confiseries aux couleurs de votre réception. Voilà. Vous êtes basé aussi à Sainte-Rose? Alors, on a l'atelier de production à Sainte-Rose. Toutefois, depuis 1 an et demi, on a ouvert une boutique à Jarry, à la rue de la Chapelle. Ça s'appelle comment cette boutique? Isaran. Voilà. D'accord. Bon, mais c'est une bonne chose, c'est bien le cas de le dire. Faire ce genre de choses. Et donc, d'une manière générale, quand vous avez un laboratoire, j'imagine maintenant. Oui, tout à fait. Alors, il y a de plus en plus de produits nouveaux, ou bien vous prenez seulement le produit ancien? Non, alors seulement les sucres à coco à tête rose ou à tête bleue, etc. Ou alors il y a des yeux du colorant. Non, c'est-à-dire que notre objectif, justement, de départ est de sublimer les produits de notre biodiversité. C'est ça notre intention principale, et dans une démarche d'excellence. Donc, c'est vrai que
On a le sucre à coco, mais quand nous, on a commencé il y a 21 ans, c'était un gros sucre à coco. Donc, il a fallu, et puis on l'a raffiné on a dû le raffiner, et puis je tiens à préciser aussi que les réseaux sociaux n'existaient pas encore. On était vraiment aux prémices d'Internet. Donc, il a fallu faire toute une espèce d'éducation en fait pour la population, parce que il y a beaucoup de clients, vous leur donnez un petit sucre à coco et ils n'allaient pas manger votre petit sucre à coco, c'est un gros sucre à coco. Donc il a fallu en fait faire ce travail sur les consciences et puis changer, raffiner le produit et puis changer aussi la vision que les Guadeloupéens avaient de ce produit. Donc moi je garde en tête un peu de petites tout ça est-il pour effet sucre à coco, enfin voilà. Donc il y a eu beaucoup mais moi j'avais ma vision et c'est ce en quoi la vision est importante. Voilà. Mais quels sont les produits anciens que vous faites sucre à coco après? Popote à fruits à pain, chadec, on fait aussi des surelles, on fait les doucelettes coco, on fait la dentelle. Oui. Voilà, on fait le sucre à coco haché, le grabio. Voilà, mais pas que, parce qu'on fait aussi du sirop de curcuma, gingembre, de groseille. D'accord. Voilà. Oui, vas-y. Est-ce que ces produits-là sont aujourd'hui dans le dictionnaire? Je ne sais pas le nom de ces produits, sucre à coco, sur Google, par exemple. Je ne sais pas, j'ai jamais cherché justement. Non, tu ne vas pas trouver ça. Sur Google, mais dans le dictionnaire, non. Non, il faut aller les inscrire, il faut les demander à les inscrire. Ça viendra. Tout à fait. Qu'on introduit ça peut venir. Bien sûr. Peut-être un cahier guadeloupéen de la production ancienne. Il suffit de créer. Bon, on ne peut pas attendre qu'on crée pour nous. C'est ça. On peut aussi porter la réflexion, comment créer, peut-être ça aura le nom d'un cahier, je ne sais pas trop quoi, guadeloupéen, qui donne peut-être le nom de ces produits-là, qui met aussi dedans le bébélé, qui met le chaudage, qui met les cajous. Absolument. C'est-à-dire, c'est une idée qui peut faire Magali, son chemin. c'est quelque chose à faire. Hein. Tout à fait, en version numérique. C'est une idée qui peut faire son chemin, ne pas attendre pour que d'autres personnes fassent pour nous, puisque ce sont des noms particuliers à notre région. Ce sont des noms particuliers, donc il ne faut pas attendre qu'on retrouvera ça sur le Larousse ou sur le Petit Robert. On sait que la Martinique a un autre nom pour ça, on sait que c'est la même chose, sauf que c'est un autre nom. Et tu lui as pas demandé le nom de sa société? Le nom de sa société. Le nom de sa société? Oui. Bah, moi, c'est .s, c'est le .s situé à Petit Canal. Et du coup, on a un mautrier aussi en deuxième structure. Donc, voilà. D'accord. Mais ce que Mathis a oublié de dire, si je peux me permettre, c'est qu'il a fait quand même de très bonnes formations dans les boîtes à vitesse automatiques. D'accord. Et donc, quand on sait que sur le territoire, il y a beaucoup de voitures de ce genre qui circulent, et quelquefois, il y a beaucoup de problèmes dans ces boîtes à vitesse. Et lui, il est un excellent réparateur. Bon, je me fais son avocate. Et il répare très bien. Et c'est pour cette raison que j'ai dit en préambule, il fait grandir l'entreprise qu'il a vu grandir, puisqu'il vient avec d'autres techniques, puisque son père et sa mère y travaillent, et lui, il vient avec d'autres techniques pour faire grandir à nouveau cette entreprise et s'adapter avec... Justement, j'avais posé la question parce qu'il y a de plus en plus de voitures hybrides maintenant. Il y a l'hybridation, il y a les véhicules électriques. Il faut se former à chaque fois, donc c'est des formations. Tout le temps, voilà, faut se mettre à... Voilà. Oui, tout à C'est-à-dire, nous sommes dans une ère, quelle que soit la profession, quel que soit le métier, il faut toujours penser formation et toujours, encore et encore se former, puisque moi, je vois que maintenant là, je sors un peu du débat, je suis en train de faire une formation d'herboriste, puisqu'avec mon métier de naturopathe, il y a la commercialisation des plantes, il y a le conseil sur les plantes, mais aussi il faut aller au-delà. Donc maintenant, on ne peut pas s'improviser avec un métier, il faut quand même se former, se perfectionner pour créer la confiance chez le client. Donc voilà. Je voulais demander à Mme Avril, je pense à ça, il y a un truc quand j'étais gamin qu'on trouvait souvent qui s'appelle Kilibibi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé jusque-là? Non, on n'en fait pas. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais, mais on n'en fait pas. Je suis comme Magali, ne sais pas ce que c'est.
Non, c'est quelque chose en poudre. C'est de la farine. C'est de la farine. Oui, qui est écrasée, c'est ça? Bien sûr, qu'on fait griller. On fait griller. Et ensuite. On envoie à Marie-Galante. Mais c'est une Marie-Galantaise qui vous parle de ça. Et en fait, j'en ai pris dernièrement et je mets dans mon yaourt. J'ai découvert ça parce que j'ai connu quand j'étais vraiment gamin et qui avait disparu et j'ai vu que Marie-Galante, on le refait. Donc, Danick, le cahier, là, on va le faire. Oui, je pense que c'est nécessaire. Avec tous les produits. Non, c'est vrai. On envoie ça à Wikipédia. Non, on fait du carré. Non, on fait quelque chose de carré. Ah, on fait quelque chose de carré, bon. On fait quelque chose déposé à l'INPI. Alors, il faudra regrouper tous les noms des produits vraiment guadeloupéens. Le frottement peut faire partie. Le frottement, qu'on avait la tradition. C'est-à-dire tout ce qui est traditionnel, ça peut faire partie de cette encyclopédie. C'est une bonne idée. Ce sera nos produits 3.0. Magali, ok? Alors, tu as du travail. Bon, alors, Créole 54, rapidement, Jocelyne Béroir, avant de partir, un petit petit reportage sur Jocelyne Béroir qui a pu rencontrer les élèves du collège du Rézé, donc un moment d'échange privilégié pour partager son parcours, ses expériences et sa passion. On voit un reportage de Solène Fèvre. Le projet s'intitule Loin de la mer avec Jocelyne Béroir. Comme au Collège du Rézé, nous avons des élèves qui sont en difficulté de lecture, de compréhension. Il y a aussi des élèves qui sont en décrochage scolaire. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un projet pour donner le goût de la lecture et lutter contre l'illettrisme, échanger avec une personnalité. C'est la première fois que je le fais en Guadeloupe, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir répondre à tout ça, parce que même quand on a lu le livre, tout n'est jamais complètement dit. Donc c'est toujours bon de pouvoir compléter, de leur dire en tout cas que le travail qu'a fait CASAV, que moi j'ai adoré partager, parce qu'en fait si j'ai été avec eux, c'est parce que ça me plaisait d'y être, c'est simplement parce qu'on cherchait toujours à penser plus haut. Ce qui fait que cette histoire-là, j'ai envie de la raconter, parce que souvent beaucoup d'autres se retrouvent un peu seuls, parce qu'il y a des artistes qui ont énormément de talent et compagnie, qui n'ont pas l'entourage peut-être qu'il leur faut, ou les gens, exactement. Moi je crois que je suis chanteuse, avoir rencontré Pierre-Édouard Dessy, M. Jacob Desvarieux, etc., tous les autres qui avaient vraiment envie de faire quelque chose et on était dans une espèce d'élan. Aujourd'hui, il faut raconter cette histoire-là pour donner envie aux autres de se rassembler et de pouvoir faire quelque chose de même plus fort que CASAV, tout simplement. Elle n'est pas de leur temps. C'était justement connaître une autre personnalité pour avoir son vécu, pour pouvoir... elle explique, comme elle explique dans son livre, comment elle est partie en fait. Quand on dit de rien, au niveau des études, ça n'a pas toujours été ce qu'elle espérait. Et pour aboutir justement à être une grande dame, c'est ce que nous voulions, qu'elle puisse passer ce message-là aux élèves. C'est pour cela qu'il y a des élèves qui ont présenté des passages, qui ont expliqué les passages qui ont retenu leur attention. Et que vous avez bien vu que le public ils écoutaient. C'était vraiment un échange parce qu'elle impose. Elle avait cette autorité naturelle et les élèves ont bien écouté et je pense que là, nous avons éveillé des consciences, certaines choses justement vis-à-vis des élèves. J'ai beaucoup aimé, même si elle n'est pas forcément de notre génération, ça m'a fait plaisir de la voir, sachant qu'en plus, je crois qu'elle n'a pas visité d'autres établissements scolaires. C'est vrai que c'était stressant un peu vu qu'elle est très 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 connue. Du coup, c'était une grande opportunité de la rencontrer. Nous t'éclairé, cette heure t'es vaillant, pas te paré pour ça, tu l'amour, l'air qu'avancer, c'est pas bien loin, où qu'à aller, force viche moins. Jocelyne Béroir, le Doukou, on a le temps d'aller rapidement vers le Doukou. Doukou à Locance, donc un petit bourg, donc une célébration autour des contes et légendes de notre île. Petits et grands se sont réunis pour écouter ces histoires de transmission. On voit un reportage de Michel Depas. Nous faisons un peu un tour de la Guadeloupe. Nous avons été à Bouillante. On a été, il y a 2 jours, on était à Trois-Rivières. Aujourd'hui à Petit-Bout et puis après on continue, on sera à Sainte-Rose, on sera à Bémao, on fera quasiment le tour de la Guadeloupe en poésie. Il y a une demande du public et à chaque fois les gens sont ravis de ce que nous proposons. C'est d'abord un savant maillage, un savant dosage entre la parole, la poésie et la musique. Avant même
c'était l'occasion pour moi de mettre ma musique au service des textes de Claude. Donc c'est vraiment un super concept que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup les textes de Claude et le mélange avec les sonorités qu'on développe, je trouve que ça donne quelque chose de vraiment fort, le public adhère vraiment et donc on est vraiment fiers de participer à ce concept. Il est tout naturel pour nous de pouvoir mettre à l'honneur les artistes, les peintres, mais aussi les musiciens, les chanteurs et faire en sorte que la culture puisse prendre sa place amplement sur le territoire de Petit-Bourg. Comme je l'ai toujours dit et comme l'a toujours dit Monsieur le maire, une ville sans culture c'est comme un zèbre sans rayures. Donc du coup c'est la colonne vertébrale d'une ville et il était tout à fait naturel pour nous de pouvoir faire en sorte que la ville soit amplement ouverte sur la culture. Voilà, il va être 14h dans une minute, on a terminé. Je rappelle que depuis le début, on a reçu Odile Boussillon, directrice générale adjointe de l'éducation, de la culture, du sport et du tourisme, avec Mme Catherine Romuald, qui est directrice générale adjointe de l'insertion. Ils ont parlé de cette convention qui a été signée pour le Festival Caribule. Ensuite, Edith est venue avec Dinabus, avec Christelle Kouyolambiki, plus Isabelle Avril, plus Mathis Calab. Elle est venue avec tout le CTIG, mais ce n'est pas un refus. Et puis, on a parlé d'agriculture 2.0, non 3.0 3.0 avec Magali avec Y. Et les infos, c'était Iman Info. Iman Info, aujourd'hui, on a parlé de l'accord trouvé sur la deuxième rencontre du secteur pétrolier. On a aussi évoqué le Ontiziédou, donc avec Winnie Kaona, qui a été mise à l'honneur par le département. On vient de voir les deux reportages sur Jocelyne Béroir avec les collégiens du Rézé et le Doukou Alloquence qui a eu lieu à Petit-Bourg. Voilà, 14h pile, on a terminé avec 2 minutes d'avance sur le retard, n'est-ce pas? Et on se quitte. On a commencé à 33. Donc voilà, on a rattrapé le temps perdu. Et on se retrouve demain pour une autre séquence du ZCL News. Si vous n'avez pas encore l'information, demain on est au Fort de Grèce. Ce sera une journée d'animation d'atelier manga et BD pour les gens du Sud. Voilà, c'est dit. À demain.